Et donc, bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire de notre IPON Accelerator Tour, propulser un dispositif de transformation digitale en 9 semaines sur le marché. Donc, je suis Maëlys Levasseur, je suis responsable marketing et communication chez IPON Technologies et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Juste un petit mot sur le panneau de contrôle que vous avez à votre droite. Certains le connaissent peut-être déjà en ayant assisté à nos autres webinaires. C'est très simple à utiliser. Vous pouvez le masquer avec la petite flèche orange tout en haut à gauche et vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire dans le panneau tout simplement des questions. Vous avez également un chat que vous devez voir ici. Si je vous envoie ce message, il devrait apparaître. Voilà, vous pouvez chatter entre vous. Et donc ce webinaire dure 45 minutes. On a 30 minutes de présentation et 15 minutes dédiées aux questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc n'hésitez pas, pour ne pas perdre vos questions, à les poser tout au long du webinaire. On est là pour ça. Et je veux bien passer au slide suivant, s'il te plaît, Axel. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, IPON Technologies, on est une ESN de 400 personnes, principalement basée en France, et finalement notre proposition de valeur, c'est d'accélérer les produits innovants. Alors, qu'est-ce qu'on entend par produit innovant? Eh bien, on s'est dit que pour vous parler de cela, qui de mieux que nos entreprises clientes et nos partenaires? Donc, on vous propose de découvrir nos plus beaux retours d'expérience client Discovery to Delivery lors d'un tour de France virtuel qu'on a appelé IPON Accelerator Tour. Et en parlant de produits innovants, eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la startup 12 à mes côtés. Bonjour Nicolas. Bonjour Jérôme. Bonjour, merci. Alors Jérôme est un peu caché, mais il est dans les coulisses avec Nicolas. Voilà, les deux cofondateurs de 12. J'ai également le plaisir de recevoir Lamia Benkiran, qui est directrice déléguée du village Baïséa de Toulouse. Bonjour Lamia. Bonjour à tous. Et évidemment, Laurent Blondon, qui est notre directeur d'agence sur Toulouse, qui a suivi ce projet de près. Voilà. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Lamia, qui va peut-être pouvoir nous en dire plus sur le village Baïséa. Bonjour à tous, merci déjà pour cette superbe organisation. On est très content de pouvoir partager avec vous ce que nous avons pu mettre en place en termes d'accompagnement de l'innovation à travers le réseau des villages Baïséa et plus particulièrement autour d'un projet comme celui de 12. Le projet de 12 est emblématique à plusieurs égards. Le premier égard, c'est que c'est un projet qui est issu de deux intrapreneurs du Crédit Agricole. Le Crédit Agricole étant à l'initiative de la création des villages Baïséa en 2014. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un village Baïséa? C'est une expérimentation qui, en 2014, s'est faite à Paris avec pour objectif d'accompagner la transformation des territoires, des organisations, des personnes pour mieux appréhender ce qui sont les pivots qui s'opèrent autour de nous et accélérer notre capacité individuelle à chacun dans les entreprises, mais également collective dans les organisations et dans la société, à en tirer le meilleur parti ensemble. C'est également emblématique parce que ce projet de 12, qui est aujourd'hui une réelle entreprise et une vraie start-up, a été accéléré par IPON. On a eu l'idée de mettre en relation l'équipe de 12 avec IPON, tout simplement au départ par le biais d'une rencontre, celle de Laurent Blondon, qui va prendre la parole après et qui a une grande expérience dans l'accompagnement des startups, qui a pu nous inspirer au niveau toulousain, puisqu'il avait co-créé et dirigé Equito au départ, et que nous avons pu voir et mesurer toute sa compétence sur le sujet. Donc au moment où 12 a eu besoin d'accélérer son projet, eh bien, nous les avons mis en relation pour une mise en œuvre opérationnelle. Aujourd'hui, le réseau des villages Baïséa, c'est un maillage territorial, à l'instar de notre actionnaire, le Crédit Agricole. Nous sommes présents dans 36 tiers-lieux en France, en Italie, au Luxembourg, et nous agrégeons une communauté à la fois d'entrepreneurs, mais également de dirigeants, d'experts, d'écoles, d'institutionnels, dans l'objectif de consolider et développer des solutions qui soient opérationnelles, mais surtout durables pour anticiper toutes les transformations d'entreprise, mais aussi l'économie du territoire. Alors concrètement, pour un projet d'intrapreneuriat comme celui au démarrage du Crédit Agricole, eh bien, ça consiste à transmettre toute une méthodologie agile, une méthodologie frugale, un état d'esprit entrepreneurial qu'avait déjà de manière assez profonde l'équipe des 12, c'est ce qui les a amenés à réussir aussi rapidement.
mais également savoir à quel moment il va falloir appuyer sur l'accélérateur. Et pour ce qui est de leur collaboration avec Hippon, eh bien l'accélérateur, c'est un accélérateur opérationnel qui leur a permis de livrer très rapidement leurs premiers résultats. Et donc, je vais laisser peut-être Laurent et Jérôme et Nicolas vous en dire plus sur leurs premiers résultats. Laurent, on ne t'entend pas. Alors, le temps que Laurent ouvre son micro, l'intrapreneuriat comme les startups, on les accompagne principalement sur des mises en relation, vous l'avez compris, sur des expertises et des compétences, mais également sur des mises en relation business pour aller à la rencontre de notre réseau de partenaires et d'entreprises qui sont à la recherche de solutions innovantes. Et ça, Nicolas, qui est très orienté business, vous en parlera mieux que moi. Merci Lamia d'avoir meublé, c'est très sympa, j'ai retrouvé le bouton qui allait bien. Et bravo, hein, vraiment Lamia, pour ce que vous faites, toi et ton équipe au sein du village. Alors, pour cette première étape donc, de notre Hippon Accélérateur Tour, on a décidé de vous parler de cette belle collaboration qu'on a eue au sein d'Hippon Toulouse avec 12 et à travers ce retour d'expérience, mettre un focus start-up parce que cette question de l'accélération, de l'optimisation du time to market, qui est clairement une problématique qui évidemment préoccupe toute typologie d'entreprise, elle est peut-être plus prégnante encore dans l'univers startup. Une startup, Lamia, effectivement, tu es gentil, tu faisais référence au fait que ça fait quelque temps déjà que je navigue dans cet univers. Et une startup, c'est vraiment cette pas tout à fait entreprise encore, cet objet entrepreneurial qui est en train de se créer et qui cherche à se construire et à se développer en étant constamment sous contrainte de ressources. Alors, contrainte de ressources financières, bien évidemment, c'est la première à laquelle on pense, mais la contrainte de ressources temps, elle est également majeure dans le cadre d'une startup. Et je n'ai pas le souvenir de porteurs de projets par startup avec lesquels j'ai pu collaborer ou simplement échanger, qui n'ait pas eu cette obsession positive, de chercher à mieux maîtriser le temps, de réduire les cycles et donner finalement à leur offre la meilleure chance d'être dans le bon tempo pour rencontrer ce marché. Un élément qui est significatif, Nicolas, Jérôme, j'ai repris les notes de notre toute première rencontre et finalement, juste après les présentations mutuelles et avoir dit quelques mots sur 12, tout de suite, vous m'avez parlé de planning et de timing de mise sur le marché, avant même finalement qu'on rentre davantage dans la proposition de valeur et sur la manière dont on pourrait collaborer. Vous étiez sur cette dimension temporelle parce qu'elle est majeure. Et donc là, ici, ce dont on va vous parler ce matin, c'est comment est-ce qu'on réussit sur un laps de temps ultra court, puisque 9 semaines, c'est rien du tout, comment est-ce qu'on réussit à un T0 plus 9, à avoir un produit, et je dis bien produit, hein, on s'était posé la question de partir sur un démonstrateur ou un POC, mais on a résolument fait le choix de partir sur une V1 d'un produit, et comment à ce rendez-vous donc d'un T0 plus 9 semaines, on a un produit, mais surtout un produit qui rencontre son marché avec un premier client pour 12 et qui va pouvoir mettre en œuvre cette plateforme numérique que l'on a développée. Voilà, donc c'est cette histoire que l'on va présenter. Je vais te passer la parole, Nicolas, déjà pour présenter ce qu'est 12, un petit peu comment est née la genèse de ce projet et puis votre vision, votre retour d'expérience sur cette collaboration. Merci Laurent, merci Lamia pour cette belle introduction. 12, en gros, je vais revenir sur les maps puisqu'elle est passée un peu vite. Voilà, 12, on va vous donner quelques éléments. On va vous présenter la proposition de valeur histoire de poser le cas dans l'environnement dans lequel on travaille et notre ADN. En gros, on se veut comme la première plateforme collaborative qui va détecter et partager les compétences individuelles et collectives au service de la performance durable. Alors c'est long, mais en gros, ce qu'on veut simplement, nous, et de façon très imagée, c'est être un facilitateur dans les organisations pour qu'on améliore la qualité du partage entre personnes pour avoir une montée en compétences. C'est-à-dire qu'on va aller chercher à la fois la dimension individuelle et la dimension collective, l'agréger pour pouvoir la distribuer et optimiser surtout sa distribution. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on veut, c'est élargir les réseaux implicites qui existent et les démocratiser. Alors, sur quoi on s'appuie pour ça? On s'appuie sur une méthode, puisque 12, c'est avant tout une méthode. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est on remet l'église à la place au milieu du village.
Pour nous, la techno, en fait, c'est un outil et c'est un moyen, et en fait, il vient accompagner l'humain, il vient rendre service à l'humain, et c'est l'humain qui en est l'utilisateur. Donc c'est vraiment la techno au service de l'humain. Et donc en fait, ce qu'on a imaginé et ce qu'on développe avec Jérôme, c'est une méthode qui va rendre les organisations auto-apprenantes. En gros, l'idée, c'est qu'on n'est pas là pour vous dire bah, faites comme ci, faites comme ça. On va plutôt venir en posant un cadre, en vous donnant des clés, des outils et un schéma en fait de pensée et d'action pour pouvoir vous trouver comment dans votre organisation vous allez pouvoir devenir indépendant, autonome pour la détection et le partage des compétences et des connaissances. Et pour ça, et c'est là où nos amis d'IPON maintenant sont rentrés dans la partie, c'est qu'on avait besoin d'outils. Et ces outils nous permettent de compléter et de servir la méthode. Pourquoi pour fédérer les collaborateurs et simplifier et amener plus de valeur à ce qu'on fait. Alors, on va vous faire un peu de storytelling. On va plutôt vous le raconter comme nous, on l'a vécu de l'intérieur, en fait. On est des intras, donc la différence entre un entrepreneur, un chef de projet ou un intrapreneur, elle est assez simple. C'est qu'un chef de projet, lui, va évoluer dans une entreprise, donc dans un cadre qui va être assez normatif et un cône d'incertitude assez limité, et donc un risque limité. Un entrepreneur, lui, va avoir un volet risque beaucoup plus large, entre guillemets, notamment sur le côté financier. Et nous, en fait, on a le meilleur des deux, c'est-à-dire qu'on a la capacité d'avoir la liberté, entre guillemets, d'un entrepreneur et d'avoir la sécurité du côté plus ou moins financier. Alors, bien sûr, on fait pas n'importe quoi, hein, on négocie nos budgets, on discute avec un codir, mais derrière, on a cette facilité, entre guillemets, de dire que si notre idée est pertinente et qu'elle amène ses preuves, on a une facilité financière. On est en capacité d'avoir cet avantage-là. Donc, de quoi est partie l'aventure 12? En fait, elle est partie avec Jérôme d'une feuille de route qu'on avait de par nos missions précédentes. Moi, j'étais responsable de projet Transfo et lui RH, transformation RH. Et en fait, on avait pour mission d'acculturer les collaborateurs au digital. Donc, en fait, on a imaginé un mode frugal. Et ce mode frugal, en fait, on s'est assez rapidement tourné vers le côté communautaire, qui a une capacité assez intéressante pour aller chercher de la ressource assez facilement et beaucoup de ressources. Et on a commencé à itérer sur ce modèle-là pour initialiser et stabiliser une communauté apprenante. Ça a plutôt super bien marché et on a émis un postulat. En fait, on n'a pas été chercher très loin, on n'a pas réinventé la roue, mais en fait, cette douleur, elle est universelle, cette problématique est universelle. Aujourd'hui, on a tous des problématiques, entre guillemets, d'acculturation aux nouveaux outils. Alors, on était sur digital au début, aujourd'hui, on est beaucoup plus large parce qu'en fait, la problématique, elle va toucher tout ce qui va être transformant. Et en gros, l'idée, ça, on pense que c'est universel, enfin, c'est ce qu'on pensait, et on a proposé à notre entreprise, en fait, à notre employeur, de dire voilà, aujourd'hui, nous, on sait que ça marche chez nous, on sait que ça existe à l'extérieur. En fait, ce qu'on voudrait aller, c'est vérifier cette hypothèse-là et voir si on peut répondre à la problématique du marché, puisqu'on supposait qu'il y avait une problématique latente de marché. Donc, ce que nous avons fait, on a été détaché, on est arrivé au village, donc, et on a pu bénéficier de l'accompagnement de ce dernier. Pourquoi faire? Pour structurer en fait notre façon d'agir. On n'agit pas de la même façon dans une organisation que quand on est libre et face au marché. Donc là, il a fallu travailler sur notre proposition de valeur. On y travaille toujours, mais on l'affine au fil de l'eau. Il a fallu sourcer le marché, des experts, des intervenants, des clients potentiels, d'autres startups, etc. Enfin, vraiment, on a agrégé une quantité assez importante de contacts pendant cette période pour arriver au mois de décembre et se dire qu'au final, en fait, on avait peut-être quelque chose à développer qu'on n'avait pas vu au début, qui semblait évident, mais pour lequel on n'avait pas encore d'éléments tangibles, c'était le côté plateforme. Ce côté plateforme, en fait, on s'est aperçu en discutant avec les clients qu'il avait une valeur pour nous, dans le sens où il allait amener de la valeur financière à notre produit, mais que derrière, en fait, il allait surtout rendre service aux clients parce qu'il allait simplifier la gestion de notre méthode. On allait lui amener des indicateurs supplémentaires. Et c'est à cette période-là qu'on a fait un peu de sourcing au niveau des prestataires qui pouvaient construire des plateformes, et on a rencontré plein de monde, dont Ipon. Et en fait, on a accroché de suite parce qu'on a été effectivement dans une dimension conseil avec une capacité des équipes d'Ipon à Toulouse à se mettre à notre place, à rentrer dans notre projet qui est quand même un peu atypique dans le sens où on n'est pas sur un marché particulier, on est quelque chose d'un peu nouveau, on est à cheval sur plusieurs choses. Et ils ont fait, c'est pas un effort parce que j'ai pas senti ça comme un effort, mais ils ont fait ce travail-là
de se mettre à notre niveau, de comprendre, de nous questionner pour vraiment, entre guillemets, être en posture côte à côte de collaboration. Et ça tombe bien, c'est vraiment ce qu'on cherchait dès le début, nous, des collaborateurs, en fait, des gens avec qui on puisse collaborer, construire et être sur le même niveau. Et ça, c'est génial, ça s'est fait assez naturellement et on leur a dit, bon ben voilà, on imagine avoir besoin d'une plateforme, on sait qu'on a des hypothèses, nous, déjà par rapport à notre courbe d'expérience à valider, comment on peut travailler ensemble, comment on peut avancer. Donc là, on arrive maintenant en janvier où on commence à travailler donc en open innovation avec notre communauté d'utilisateurs de notre employeur qui avait déjà le produit et à travailler avec Ypon, à intégrer les développeurs sur ces ateliers, etc. Et là, en même temps, se produit un événement assez intéressant pour nous. On close notre premier client. Donc, on avait amené le développement de la plateforme, le pré-déploiement de notre méthode chez le client et sécuriser tout ça pour avoir une livraison, histoire de simplifier les choses, à début mars. Donc, en fait, c'est ce que vous disiez, Laurent, tout à l'heure sur le côté délai. On a vraiment parlé délai dès le mois de décembre parce qu'on sentait qu'il allait se passer quelque chose et au final, on a bien fait de s'aligner assez rapidement et de pouvoir le faire parce que ça nous a mis en ligne et en ordre de bataille pour être hyper opérationnel dès la mi-janvier pour pouvoir commencer les travaux et sécuriser donc notre déploiement client et sécuriser le développement de la plateforme. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment bossé en fait ensemble. On a été chez eux, on a passé énormément de temps à travailler sur tout ce qui était user story. On a écrit toutes les user stories, on les a priorisées par rapport à ce qui avait été remonté par l'Open Innovation. Et on en est arrivé à un travail de 3 semaines, Laurent y reviendra, pour pouvoir produire et se consacrer en fait au cœur de valeur que pouvait produire la plateforme sur sa première version. Donc, on a tenu les délais, et bravo à eux, bravo à nous, bravo à tout le monde en fait, pour pouvoir délivrer au 1er mars. Ce qui s'est passé en mars, appropriation de la plateforme par le premier client, les choses se sont plutôt mieux passées que prévu, donc c'est super puisqu'on a eu une adhésion assez immédiate sur l'outil, donc on avait tapé juste. En même temps, vous me direz, c'est assez facile. Si on va demander à l'utilisateur ce qu'il veut et qu'on lui livre ce qu'il veut, généralement, ça se passe plutôt bien. Donc, livraison en janvier. En mars, pardon. Donc, mars, vient la crise sanitaire qu'on connaît tous, le Covid. Et là, j'ai une anecdote à vous raconter parce que au-delà du côté, on a livré la plateforme à temps, il y a un truc assez intéressant qu'on a pu tester et valider avec Ypon, c'est qu'on avait vu des fonctionnalités de la plateforme qu'on avait dit, bon, ça en mettra plus tard dans une version 2, notamment tout le volet distanciel. Et bien en fait, on a été capable de mettre en production en 15 jours le volet distanciel. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, on voulait coller à la nouvelle douleur du marché, en fait, une douleur qui était beaucoup plus forte, qui était la notion de continuer à apprendre à distance et à générer du lien entre les utilisateurs. Et grâce à ça, en 15 jours, on a eu la capacité de pouvoir rajouter cette corde à notre arc en termes de fonctionnalité à la plateforme, et donc d'avoir dans notre discours commercial quelque chose qui est encore plus pertinent, puisque le fait d'avoir une plateforme nous a grandement aidé dans notre capacité à générer du business et des contacts assez qualifiés, voire même plutôt avancés. Mais le fait d'avoir en plus cette spécificité qui colle vraiment à la douleur du moment et d'avoir été hyper réactif, et bien, ça a généré en fait un effet hyper positif de feedback fort sur les clients potentiels. Donc rien que pour ça, cette anecdote, elle vaut son pesant de cacahuètes, mais ça veut dire que quand on travaille de façon connecté en mode collaboratif et qu'on fait le travail d'être ensemble, en fait, bah, les choses se passent bien et on n'est plus dans une relation client-fournisseur, on est vraiment dans une relation de collaboration. Laurent, j'en ai terminé sur ce volet. Je te propose de reprendre la partie plutôt un peu plus technique et méthodologique. Mais bien sûr, cher partenaire. Donc, suivons un peu le capot de l'organisation de ces 9 semaines. Un travail en 2 phases, 2 grandes phases. On appelle chez Ypon Discovery to Delivery. Et donc, ce 9 semaines, ça a été un 3+6. 3 semaines, une phase de découverte, d'alignement, de cadrage de ce que serait le futur produit. Chercher à réduire au maximum les zones d'incertitude et surtout de se doter de la capacité de basculer derrière sur une phase industrielle de delivery, de réalisation. Cette phase de 3 semaines, tu l'as évoqué Nicolas, beaucoup d'interactions évidemment, 3 grands axes de travail, le produit en tant que tel, son design et le socle technologique, l'architecture sur laquelle on allait l'implémenter.
La particularité de notre collaboration, c'est effectivement l'émergence sur cette phase de discovery de la bonne surprise qu'il y avait un client au bout du chemin et que donc il fallait plus que jamais être dans le respect du timing. Ce qui nous a conforté dans l'idée qu'on avait fait un bon choix en étant parti sur la réalisation d'un produit et pas simplement un démonstrateur jetable et un produit, pour les puristes du terme, plus au sens MMP que MVP du terme, plus un produit déjà marketable et pouvant aller sur le marché. Et sur cette phase de 3 semaines, alors qui peut paraître longue, hein, là effectivement, de se dire on a passé un tiers du temps sur cette phase de discovery, moi il y a un point sur lequel je veux insister. Je pense surprendre personne et j'espère choquer personne en disant que finalement il n'y a pas, par nature, il n'y a pas plus investi dans son offre et dans son produit qu'un start-upper. Et effectivement, c'était de façon significative le cas quand on a commencé à discuter avec Jérôme et Nicolas. Il y avait vraiment chez vous une vision qui était déjà extrêmement travaillée, construite sur là où vous vouliez aller, sur l'offre que vous souhaitiez construire, les impacts marché que vous visiez. Et bien finalement, malgré l'importance de ce travail que vous aviez fait en amont, malgré la profondeur de la réflexion qui était la vôtre, on a bien vu lors des premiers ateliers, hein, quand on se retrouve avec le paperboard, les post-it et surtout avec des gens qui vous bombardent de questions, on a bien vu à quel point ce passage-là reste malgré tout délicat. Le fait de passer d'une vision aux prémices de ce que sera un produit, le fait de passer d'une idée à une user story, il faut des professionnels rodés à l'exercice finalement pour réussir cette phase d'accouchement et la faire dans des bonnes conditions. On s'en rappelle encore. Hein, mais, pardon? Je disais, on s'en rappelle encore et très bien. Je me rappelle encore, oui, il y a une photo effectivement que j'ai prise au début. Il y a eu des journées assez intenses où personne ne demandait ce qu'on reste, je crois, en fin de journée. Tout ceci pour dire qu'effectivement, et c'est là que le succès s'est construit sur cette phase de 3 semaines, mais il fallait effectivement ce délai de 3 semaines pour y arriver dans de bonnes conditions. Derrière, on a basculé donc dans une phase de delivery, je dirais classique, agile, avec du Scrum, 3 sprints. Alors classique, non, pas tout à fait, parce que là aussi, il y a une particularité assez fréquente dans le cas des startups et qu'on a eu effectivement ici. On avait deux cofondateurs et on a eu le plus naturellement du monde 2 product owners. Et donc, on tord un peu l'orthodoxie classique de l'agilité qui voudrait qu'on ait un seul PO, ou en tout cas, s'il y en a plusieurs, qu'on ait un PO référent. On n'a pas eu besoin de désigner un référent parce qu'il y avait suffisamment de convergence de vues et d'alignement dans vos visions, Nicolas Jérôme. Pour autant, là aussi, on a vu dans certains cas, là où on pense être aligné, il peut y avoir des représentations un petit peu différentes et ça fait partie de la difficulté parfois de l'exercice que de réussir à faire converger ça. Mais on y est arrivé. Alors, ça c'est l'aspect méthodologique. Un mot sur l'environnement technologique et les choix structurants qu'on a pu faire. Encore une fois, je reviens sur un point parce qu'il est important, qui est le fait d'être parti sur un produit et pas sur un démonstrateur jetable. Donc, avec ce que ça suppose derrière d'exigences en matière de qualité, d'ingénierie logicielle pour produire quelque chose de suffisamment robuste et pérenne pour intégrer de nouvelles features par la suite. Et en même temps, et c'est là toute la difficulté de l'exercice, et c'est là le talent de l'architecte qui est intervenu pour assurer ces bases solides pour la suite et en même temps pas faire d'over-engineering pour tenir le délai. On est parti bien évidemment, j'irais sur des technos standards, hein, c'est du Spring Boot Angular de manière à assurer la pérennité au maximum de la solution. Et surtout, ce sur quoi je veux insister ici, c'est 2 accélérateurs projets que l'on a mis en œuvre et qu'on met systématiquement en œuvre hein, au niveau d'IPON sur ce type d'opération. Ils sont d'une part le fait de déployer dans le cloud sur AWS avec toutes les facilités qu'apporte AWS et l'utilisation de Gipster. Gipster qui est un générateur de code, qui est à la base un produit qui est sorti des labos IPON, mais qu'on a mis en open source et avec une large communauté open source qui le supporte. Et l'utilisation conjointe d'AWS et de Gipster sur des opérations de ce type-là, on considère qu'on est sur une productivité x2 à minima, et c'est un des éléments très forts, effectivement, qui permet d'accélérer et d'optimiser la chance de réussite d'une telle opération. Voilà, donc un 3 plus 6, un 3 plus 3 x 2 en termes de timing de l'opération. Et derrière, on était au rendez-vous attendu de début mars avec le bon produit.
Ok, merci Laurent. En conclusion, pour notre part, chez 12, on avait envie de troller, mais au final, on va faire mieux, on va troller tout ce qui est troll, en s'appuyant sur cette image, en fait, qui est un bon cliché que tout gestionnaire de projet, que tout entrepreneur connaît, c'est-à-dire qu'on avait des difficultés pour aller chercher quelque chose de rapide, pas cher et de bonne qualité. Bah, nous, en fait, ce qu'on peut vous dire, c'est que de façon très humble, quand on s'aligne dès le départ et que les choses sont préparées et partagées, en fait, on peut aller vite, on peut respecter le budget et on peut faire un produit qui satisfasse l'utilisateur, en fait, en bout de chaîne. Donc voilà, on voulait vraiment boucler ça parce qu'on considère que c'est vraiment un triptyque hyper important. Et aujourd'hui, on pense que c'est possible en respectant justement tout ce qui est méthode agile et en communiquant de façon optimale. C'est ce qui s'est vraiment passé avec les équipes d'IPON. Et encore merci parce que grâce à vous, bah, aujourd'hui, on est capable de livrer, de vendre, quoi. Ouais. Bon, on vous l'avait dit hein, que c'était possible, que ce n'était pas une chimère. On avait déjà fait du rapide, pas cher et de bonne qualité. Et c'est vrai que cette collaboration, on l'a abordée avec confiance. On est plutôt pragmatique, donc du coup, tu sais, on voulait tester et voir, mais au final, c'est bon. Oui. Oui, on a abordé tout ça avec confiance. On avait en même temps conscience que ça serait tendu, mais avec l'assurance de professionnels qui savaient s'appuyer sur des retours d'expérience, sur tout un cadre en termes de démarche, de méthodologie, d'outils éprouvés, et puis surtout avec l'équipe qui allait bien pour tenir cette promesse. Donc, cette promesse, c'était, vous l'avez compris, elle a vraiment été guidée tout au long de ces 9 semaines. On était tendu avec ce fil rouge du respect du time to market. Enfin, cette idée d'arriver, d'atterrir à début mars dans le cadre budgétaire qui avait été défini avec 12 et avec le bon produit répondant aux attentes de notre client et du client de notre client. Donc, on a tenu cette promesse et vraiment grand bravo à l'équipe qui a permis ça. Une double promesse d'abord d'accélération, et ça vous l'avez compris, donc en termes d'accélération, d'optimisation, de productivité logicielle, à la fois une démarche très timée, une démarche agile, et puis ces accélérateurs que j'évoquais, que sont l'utilisation de Gipster ou AWS, qui ont été pour beaucoup. Une confiance en parallèle, une promesse en parallèle qui est celle de réaliser le bon produit. Et ce bon produit, donc, il s'est construit très fortement dans la phase de discovery et il a continué derrière en delivery avec les interventions adéquates de nos deux PO. Donc voilà, les ingrédients de la réussite, ils sont là sur ces différents éléments. Et puis bien évidemment, après, c'est une réussite humaine, comme toute chose. Et là, là, on a été gâtés. Enfin, moi, quand je dis on est parti en confiance, je suis vraiment parti en confiance parce que je savais côté IPON qu'on avait une équipe solide, expérimentée et qui avait capacité à faire, qui a été vraiment très professionnelle et puis surtout qui a été au-delà de ça, qui a été très impliquée et très participative dans cette réalisation. Et puis, je pense que tu ne me contreverras pas, Nicolas, il y a eu tout au long du projet, je trouve, une grande maîtrise. Il y a eu des moments chauds, mais enfin, on n'a jamais senti d'affolement. Il y a eu une espèce de force tranquille qui a décliné la démarche et qui a fait que dès le début, on sentait qu'on était sur de bonnes phases. Et effectivement, qui vous a sans doute conforté dans la possibilité de rassurer votre client de votre côté. Et puis, ce succès humain, il est évidemment partagé, enfin, il est collectif. On a eu, je veux dire, une grande chance à travailler avec vous, qui a été le fait que sur cette approche, sur ces démarches que vous connaissiez, que vous aviez pu découvrir au sein du village, mais peut-être pas forcément encore très fortement éprouvé dans des réalisations, ce que je veux dire, ce qui a vraiment fait la différence, c'est de voir à quel point vous avez compris la manière dont on vous proposait de travailler, que vous avez intégré cette approche-là et que finalement, quand on vous a dit, voilà, on a vraiment besoin de partager votre vision, de voir à quel point vous avez fonctionné avec nous à livre ouvert, en nous détaillant votre modèle économique, la cible de clients que vous visiez, la proposition de valeur que vous souhaitiez avoir, les impacts que vous en attendiez. Et jusqu'à nous ouvrir finalement, parce que le contrat avec votre premier client à peine sec, on était déjà sur des ateliers avec ses futurs utilisateurs. Et là aussi, bien évidemment, ça a contribué à la réussite de l'opération. Voilà. Et dernier point sur lequel je vais insister par rapport à ça, non seulement vous avez compris cette démarche-là, mais vous avez parfaitement intégré l'importance que notre équipe de développement logiciel, de réalisation, soit partie prenante de ces ateliers préliminaires. Là où beaucoup, je pense, auraient
aurait pu être étonné de cette démarche-là, considérer qu'on perdait peut-être un petit peu de temps ou en tout cas d'argent. Vous avez bien compris que, quel que soit le niveau d'expertise de l'équipe de réalisation qu'on allait vous proposer derrière, le fait qu'elle soit complètement intégrée sur vos préoccupations et qu'elles aient bien compris là où on voulait aller était évidemment une force. Donc voilà, une belle collaboration sur un planning tendu, à renouveler quand vous voulez. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci, partagé. Merci, Laurent. Bon, super, merci beaucoup pour vos témoignages et pour vos interventions. Je pense que si on avait voulu être mieux en timing, on n'aurait pas pu. Il est 11h30 pile, donc c'est parfait. On va pouvoir prendre les questions. Alors, j'en ai une première pour Lamia. Combien de startups sont accompagnées par le Village Baïséa de Toulouse? Alors, on a, depuis l'ouverture, donc il y a 3 ans et demi maintenant, hein, janvier 2017, accompagné plus d'une 50aine de startups. Aujourd'hui, dans nos murs, en résident, on a un peu moins d'une 20aine de startups. Ça s'explique par le fait que on a des dimensions d'équipes qui sont très variables. Ça va d'équipes de 2 personnes, voire 1 personne, ce qu'on ne recommande pas du tout, hein, trouver un associé au plus vite, à des équipes jusqu'à 27 personnes. Voilà. Donc, et nous, notre postulat de base, c'est on souhaite accompagner des gens qui sont résidents de manière à pouvoir bénéficier de l'effet communauté qui nous semble être un indispensable pour aller plus vite que simplement la rencontre d'experts. Vivre et partager avec les autres, c'est un indispensable. Très bien. Alors, il y a une question pour Nicolas. Quelle différence faites-vous entre une startup intrapreneuriale et une startup classique? Au final, en fait, c'est à la fois proche et différent. C'est assez proche dans la façon dans laquelle il faut qu'on aille sur le client et le produit, parce que de toute façon, les enjeux sont essentiellement positionnés là-dessus. Après, c'est dans la façon, à mon avis, la différence où on va aller chercher justement des fonds pour continuer à se développer et croître. Alors, il y a le client, mais après, on va pas lever des fonds de la même façon qu'une startup classique. Nous, on va plutôt se tourner vers notre employeur, entre guillemets, qui est notre actionnaire principal, hein, clairement, pour lever des fonds auprès de ce dernier. Après, on peut très bien imaginer avoir un modèle hybride, mais lui, il risque d'être plus problématique pour des questions de stratégie et de cohérence. Donc voilà, de façon succincte, il y a des points de similitude, puisque derrière, développer un business, on le développe toujours de la même façon, pour qu'il soit efficace, client-produit. Et après, c'est plutôt dans la façon où on va faire croître le modèle, en fait, on va le développer, qu'il y a quelques petites différences. Si je peux apporter un petit complément par rapport à ça, on a eu l'opportunité d'accompagner à la fois d'autres intrapreneurs de chez Continental, mais également aujourd'hui, on a des startups au village qui sont des entreprises totalement indépendantes et qui sont issues de projets intrapreneuriaux, notamment de chez Airbus. Et en fait, la différence est très notable en fonction tout simplement de l'origine du projet, non pas de l'origine de l'entreprise sous-jacente, mais de l'origine du projet. Est-ce que c'était un projet qui était développé pour répondre à un besoin de l'entreprise initiale, ou est-ce que c'est un projet qui est né d'une opportunité, de la sérendipité de personnes qui ont vu tout de suite que ça pouvait être utile ailleurs, et donc de leur raison d'être. Ici, chez 12, on est sur un projet qui n'est pas né du besoin du Crédit Agricole. On est sur un projet qui est né d'une compréhension d'un besoin de tout un chacun dans toute entreprise. Et ça, en fait, ça les met tout de suite en posture d'être une start-up comme une autre. Contrairement à un projet qui devra servir l'entreprise de départ dans un projet entrepreneurial, qui sera plutôt un projet qui sort de sa business unit pour aller plus vite et être accéléré de manière agile, mais qui aura vocation à y retourner et qui ne pourra pas se détacher de son actionnaire initial. Et donc, je ne rejoins pas Jérôme. Moi, je pense que son projet peut tout à fait aller chercher d'autres actionnaires. Top. Merci pour ce complément, Lamia. Alors, on a une autre question qui est aussi, alors peut-être pour Nicolas, je dirais. Pour 12, quels ont été les accompagnements du village et quelles sont les clés de réussite d'un start-upper selon vous? C'est 2 questions en une. Alors, on va commencer par les clés de réussite du start-upper. En fait, c'est comment on pourrait définir ça
en 2 mots, c'est se donner un cadre et essayer de respecter le cadre. En fait, il faut qu'on ait un objectif et savoir, entre guillemets, ce qu'on veut et être en capacité de, comment dire, de l'adapter à l'environnement qu'on va rencontrer, puisqu'en fait, la vérité, c'est pas nous qui la détenons, c'est l'environnement dans lequel on va évoluer. Donc en fait, c'est à la fois avoir cet objectif-là et être en capacité de pouvoir, comment dire, ajuster la barre des degrés nécessaires pour pouvoir coller aux problématiques qui sont les problématiques, je dirais, qui peuvent dégager de la valeur. Et de façon simple, en fait, il faut avoir une capacité. Alors, je ne sais pas si vous allez tout valider ça, mais moi, pour ma part, j'ai besoin d'avoir une capacité de doute, en fait, de challenger en fait tout le temps, enfin tout le temps, pas tout le temps, sinon on n'avance jamais, mais de challenger assez fortement les idées qu'on a, de façon à non pas les casser totalement, mais du moins les confronter pour savoir la solidité qu'elles peuvent avoir. Donc ça, en termes de posture entre guillemets, je dirais en termes de mindset, de schéma de pensée, pour moi c'est ça la façon, c'est la mienne. Après, chacun peut-être trouvera la sienne. Après, par rapport à l'accompagnement du village, en fait, l'accompagnement du village, il est pluriel. Nous, on a bénéficié d'expertise assez intéressantes sur des domaines comme on a travaillé sur le commercial notamment, où on a découvert des nouvelles techniques entre guillemets pour aller chercher du client. Tout ce qui est gross hacking, c'est des choses qu'on ne maîtrisait pas, la capacité à détourner les réseaux pour aller capter du lead et derrière qualifier. Enfin, il y a énormément de choses qui sont proposées par le village, et en fait, ça c'est Lamia qui pourrait vous répondre de façon plus précise. Mais en fait, il y a une sorte de diagnostic qui est fait, et en fonction des besoins et des compétences que vous allez avoir, c'est le village qui va vous aider, entre guillemets, en vous disant, voilà, toi, ton projet en est à tel niveau de maturité, en fait, l'expert qui pourrait t'aider à atteindre tel objectif, ce serait lui, l'expert, etc. Et ainsi de suite par rapport à tous les objectifs qu'on se fixe. Et en fonctionnant en bonne intelligence sur ce diagnostic et en y apportant la réponse, en fait, on avance. On n'avance pas toujours comme on veut. Ça, c'est vraiment l'esprit startup, en fait. Mais on avance. Et du coup, il faut accepter d'être surpris et d'avancer. Voilà. Alors, c'est un peu fouillis comme réponse, mais c'est difficile de répondre en parallèle aux deux choses. Lamia, est-ce que tu veux faire un complément? Je peux compléter, tout à fait. Tu as très bien expliqué le fait qu'on est sur du sur-mesure au village. On n'est pas du tout dans un programme d'accélération comme on peut le voir par ailleurs et qui ont aussi toute leur raison d'être et leur intérêt avec quelque chose de très industrialisé. On est vraiment sur le sur-mesure. Et nous, on a 6 postulats. Le premier, c'est vous restez centré sur votre raison d'être. C'est la stratégie. Le deuxième, c'est alignez-vous. Il faut que les équipes, pour rester centrées sur leur stratégie, soient totalement alignées, et donc il faut travailler la cohésion d'équipe et l'organisation. Le troisième, une fois qu'on a sa stratégie et l'alignement, exécutez vite, ça vous en avez largement parlé. Trompez-vous, parce que si vous ne vous trompez pas, c'est que vous n'avez pas essayé suffisamment de choses. Travaillez votre posture, donc là on est plutôt sur le leadership et sur l'accompagnement de la posture de dirigeant. Et devenez autonome, parce qu'en réalité, l'entrepreneur, il a besoin de personne à part lui-même, de ses clients et de ses retours marchés. Donc, c'est comme ça qu'on travaille avec les experts. Et nous, on est un peu, entre guillemets, une forme de chef d'orchestre, de mise en relation, mais relativement discret, puisque la sélection qu'on fait est suffisamment drastique pour qu'on ait chez nous que des personnes qui ont déjà des projets qui ont vocation à exister. Et on accélère, ça veut dire que on est juste des facilitateurs. Top, merci Lamia. Il y a une question pour Laurent. On comprend bien l'intérêt d'un générateur de code pour accélérer le développement de la première version de l'application, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque ensuite pour sa maintenance et son évolution? Oui, c'est une bonne question, effectivement. Quand on parle de générateur de code, c'est vrai qu'il peut y avoir cette crainte de dire est-ce qu'on ne va pas générer un code derrière qui sera immaintenable, ou surtout est-ce qu'on ne va pas avoir une adhérence avec le générateur de code. Alors, ce n'est pas le cas, hein. C'est-à-dire que là, côté Gipster, d'une part en termes de qualité du code produit, enfin, c'est vraiment, on s'en est servi pour bootstrapper le projet, pour créer les premières versions. On a quand même eu 3 cycles de génération au démarrage, hein. Mais donc d'un code de qualité et surtout sans aucune adhérence entre le code généré et la solution qui a permis sa génération. Donc pas de souci de ce côté-là, effectivement, on n'est pas tombé dans ce qui aurait pu être un piège. Top. Alors j'ai une question pour Nicolas à nouveau. Quels étaient les éléments d'émotionnant de la plateforme? Nombre de personnes à utilisateur, complexité des process, écran, métrique, sur quoi vous êtes basé?
En fait, ça, c'est les ateliers d'Open Innovation qui nous ont donné des éléments. Des personas, on en a 3 principaux. On va avoir ce qu'on appelle notre pilote, qui est lui le gardien de la méthode, une sorte de Scrum Master 12V, entre guillemets. Ensuite, on va avoir les détenteurs de connaissances et on va avoir l'utilisateur consommateur de contenu. Donc ça, on a bien travaillé sur la définition de ces personas, de façon à ce qu'ils aient chacun des parcours, entre guillemets, utilisateurs bien visibles, bien identifiés et du coup hyper simplifiés et fluides. De façon très simple, notre outil est un outil qui est là pour faciliter la méthode. Donc en fait, on a plusieurs briques, entre guillemets, on appelle ça des briques, nous. On a une brique collecte du savoir, une brique distribution du savoir et une brique pilotage. Au niveau des écrans, moi je les ai pas comptés, mais je pense on a quoi, une cinquantaine d'écrans globalement. Mais après, peu importe le nombre, en fait, il faut que ça soit logique et fluide pour l'utilisateur. Et ça, c'était vraiment notre leitmotiv. Il fallait vraiment qu'on ait quelque chose de hyper fluide. Donc voilà, au niveau de la plateforme, en fait, on a quelque chose qui peut paraître simple en visuel, en fait, mais derrière qui est quand même assez poussé et guidé par les besoins utilisateurs et les personnes. Donc voilà. Et ça, en fait, on est en train, après avoir fait notre V1, de voir comment on peut déployer, en fait, comment on peut travailler sur des passerelles entre chacun des personnages, puisque derrière, tout est ouvert dans notre communauté, entre guillemets, et on peut changer de rôle à discrétion. Donc, dans l'idée, maintenant qu'on a validé nos parcours utilisateurs, on va travailler sur les passerelles entre chacun des personnages pour pouvoir changer de rôle en fonction de ce que j'ai envie d'y faire. Merci Nicolas. Une question encore pour toi. Comment avez-vous obtenu votre budget pour développer votre V1 ? En fait, on a mis des gens autour d'une table, on leur a expliqué qu'on avait un projet et que il fallait qu'ils nous fassent une offre par rapport à ce projet, classique en fait, comme quand vous faites des devis pour un artisan qui vient de vous changer les fenêtres, caricature. En gros, définition du besoin, on a aligné tout le monde sur la définition du besoin, on a fait une sorte d'appel d'offres et ensuite on a pris un premier critère qui était le critère budget et un deuxième critère qui était le critère comment je vais collaborer. Et après, derrière, c'est à partir de ça qu'on a eu une idée de l'enveloppe. Et ce qui nous a permis de valider l'enveloppe, c'est d'aller voir notre financeur en lui disant, on a des clients. Et du coup, quand il y a des clients, forcément, ça va toujours mieux. Donc, dans l'idée, il y a un truc à faire avant, c'est vendre sur plan, hein, c'est fake it until you do it, la fameuse maxime. C'est en gros, c'est commencer à vendre votre idée, votre concept. Nous, on est déjà en train de vendre les fonctionnalités de la V2. On est déjà en train de les faire acheter. Et du coup, ça nous permet, en fonction de l'adhésion qu'on y recueille, de pouvoir capter les budgets pour pouvoir développer. C'est-à-dire qu'on n'engagera jamais de budget si on n'a pas de certitude sur la pertinence de la valeur délivrée par une fonctionnalité. C'est très clair, merci. Alors, il y a encore quelques questions. Alors cette fois pour Lamia à nouveau. Quels sont les besoins de start-upers récurrents vis-à-vis du village? Y a-t-il des besoins que vous décelez non connus par les startups? Alors, les startups sont quand même ceux qui sont plus au fait de leurs objectifs et des cailloux qu'ils ont dans les chaussures. Donc, c'est par l'échange et par le questionnement que certains pourraient dire tiens, j'avais pas imaginé avoir ce besoin-là, mais en fait, c'est eux qui le savent, on leur tire juste les verres du nez. Les besoins récurrents, c'est comme je disais, d'abord retravailler sur sa proposition de valeur à certains moments, pas pour tout le monde, et donc sur sa stratégie. Ce qui est le plus fréquent, c'est le développement commercial, structurer une démarche commerciale. Donc, si jamais Kovan nous écoute, big up à Kovan Lee, qui est juste un extraordinaire expert sur le sujet, et en plus, qui connaît très bien Ypon, je crois, Laurent. Voilà, comme quoi vous avez vraiment des gens de valeur autour de vous. Et puis, le deuxième point qui est crucial quand on commence à croître, c'est la structuration, les RH. Et pour ça, on est accompagné à la fois par Jean-Michel Morin de BPI Group et à la fois par Benoît Gouzy de Esprit RH. On a également des gens qui, au moment où les choses évoluent, se développent et explosent, ont des besoins sur la posture. Et donc là, on a plusieurs coachs sur ce sujet-là. Et puis, le gros hacking, comme l'a pu le citer Nicolas Martel, sur lesquels les gens, bien évidemment, travaillent sur le numérique et le digital, mais ils ont des besoins extrêmement précis, techno, profonds, sur lesquels ils ont besoin d'être challengés, soit avec un expert, soit entre pairs également, avec plein de trucs et astuces. Au niveau tech, on a des techs extraordinaires au village, et pour autant,
ils ont besoin en permanence d'apports externes, que ce soit avec Stack Labs, ou que ce soit avec plein d'autres experts tech. D'ailleurs, Ipon en fait partie. Donc, ils ont besoin de se challenger. Le channel tech fonctionne extraordinairement bien, et ça, je pense que c'est valable dans tous les écosystèmes de start-up. Et puis, des clients. Donc, nos partenaires jouent bien le jeu. On a une chance extraordinaire, c'est qu'on a 600 entreprises partenaires à travers la France. On organise des Business Connect pour faire des mises en relation qualifiées de manière assez récurrente dans l'année. Et puis, dans tous les cas, ils ont cet état d'esprit bienveillant de faire des feedbacks, quand bien même ils n'ont pas besoin de la solution pour eux, mais de pouvoir donner leur retour marché pour que les startups puissent aller voir, si ce n'est eux, au moins leurs concurrents ou d'autres entreprises. Donc voilà pour ce qui est des besoins récurrents. Bien évidemment, ils rentrent avec le besoin de j'ai besoin de trouver des clients, et puis au fil de l'eau, ils tirent la ficelle parce qu'ils rencontrent des experts ultra compétents du réseau. Super, merci beaucoup Lamia. Alors je suis désolée, je vais m'arrêter là dans les questions parce qu'il est 11h45, mais en tout cas on est tous à votre disposition évidemment si vous en avez d'autres et que vous souhaitez nous les poser. Il y a les coordonnées dans la présentation et n'hésitez pas à me les demander. Le replay sera donc disponible dès demain. Vous aurez un mail en fait qui vous donnera le lien vers le replay et on le mettra à disposition sur notre site ipon.fr. Il y a aussi un article qui va être publié sur notre blog blog.ipon.fr qui va être un peu l'article sous le capot. Donc on va aller encore un peu plus en profondeur sur le développement de la solution et notamment en rapport avec la slide que vous a présentée Laurent. Je vais vous afficher quand vous allez quitter le webinaire ce qu'on appelle un ROTI. Donc c'est une note, si vous voulez bien nous noter de 1 à 5 le webinaire. Ça nous intéresse de savoir ce que vous en avez pensé et évidemment d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas. Et enfin, un grand merci Lamia, Nicolas et Jérôme qui étaient cachés, évidemment Laurent, pour votre témoignage, votre temps ce matin. C'était très enrichissant et j'espère que tout le monde a pris plaisir à vous écouter autant que moi et a appris aussi beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup. Prochain rendez-vous la semaine prochaine pour notre accélérateur tour avec cette fois notre client O2, donc du service à la personne qui vous parlera de la modernisation de son legacy, comment il a dématérialisé le parcours commercial. Voilà. Merci à tous et bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir tout le monde.